Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jeanne Voilier a été le grand amour de l'écrivain Paul Valéry. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui cette belle histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il n'est besoin pour revivre la magnifique relation entre ce grand penseur du XXe siècle et cette jeune avocate éprise de liberté que de se plonger dans le bel ouvrage de Dominique Bonnat. L'académicienne est aujourd'hui notre invitée, justement. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous conduira sur les traces de Paul Valéry. Oui, sur les rives de la Méditerranée notamment, pas seulement. Et puis Alain Sirou viendra nous proposer son coup de cœur à la veille du week-end. Pour le moment, nous faisons un petit saut dans le temps pour nous retrouver à la veille de la dernière guerre. Février 1938, dans le bien calme 16e arrondissement de Paris, au fond d'un jardin doucement éclairé par la lumière d'hiver, à l'intérieur d'un bel hôtel particulier au volet gris, le poète Paul Valéry fait face à l'un des plus grands dilemmes de son existence. Je vous dis le poète, mais à 66 ans, Paul Valéry est une figure majeure de la Troisième République, presque une légende vivante. Bien sûr que c'est un grand poète, mais il est aussi professeur au Collège de France, académicien. Son talent est unanimement reconnu, il est adulé dès qu'il se déplace, son œuvre est célébrée dans le monde entier. Il est marié depuis 40 ans à Jeannie, il est père de 3 enfants, il est déjà plusieurs fois grand-père. Bref, Paul Valéry a tout pour être un homme comblé et pourtant, il sent qu'il lui manque quelque chose. Et c'est peut-être cette sensation de manque qui le pousse à accepter l'invitation d'une jeune femme, une certaine Jeanne Voilier. Elle a 30 ans de moins que lui. C'est une femme de lettres, elle aussi, une romancière, femme d'affaires aussi, avocate, vous imaginez à l'époque dont nous parlons. Oui. Et puis, disons-le, elle est sublime. Lorsqu'il l'a rencontrée chez des amis communs, Paul Valéry a tout de suite été conquis par la grâce de cette jeune femme, imagine grande, brune, pétillante, joyeuse, aux cheveux courts, aux joues rebondies, au sourire irrésistible. Elle a les yeux d'un bleu très profond. Bref, il a été ensorcelé par son intelligence, sa vivacité, son humour. Alors, lorsque Jeanne Voilier lui a, quelques jours avant Noël, proposé de venir prendre un thé chez elle, eh bien, Paul Valéry n'a pas su dire non. Ce qui avec lui n'est jamais innocent. Plus d'une fois, le grand homme s'est perdu dans les méandres de la passion. Plus d'une fois, il a été profondément meurtri par des déceptions amoureuses, marquées au fer rouge. Alors, depuis, il s'interdit les amantes, il se défend d'ouvrir son cœur à quiconque d'autre que sa femme, il s'est construit une sorte de carapace, comme une muraille qui est censée le préserver de la douleur. Et voilà pourtant qu'il y va, que voulez-vous ? Il va sonner au 11 rue de l'Assomption, donc chez Jeanne Voilier. Paul Valéry sait qu'il doit se méfier. Sur le perron, Jeanne l'accueille, elle est radieuse, rayonnante. Je vous ai dit, elle est grande, avec un port altier, elle est vêtue de satin blanc. Son regard dégage quelque chose d'aussi charmant que sauvage. Valéry a à peine le temps de poser son chapeau, son manteau et ses gants, que déjà la jeune femme l'entraîne vers le salon aux boiseries claires. Elle lui fait visiter la salle à manger, la chambre, elle le pousse vers un joli boudoir à l'atmosphère douce, presque enivrante, où elle l'invite à s'installer sur un canapé rouge. Et ils vont discuter, ils vont parler, ils rient, ils parlent, ils rient, ils évoquent l'art, la vie, ils rient, leurs amis communs. Il rit. Paul Valéry ne voit pas les minutes passer. Voilà maintenant 1h30 qu'il est là à converser avec la douce Jeanne. Son parfum délicieux lui fait vraiment de l'effet. Ça l'enivre d'une certaine manière. Et soudain, la raison le rappelle à l'ordre. Allez. Il doit partir. Il s'empresse de se relever. Il attrape son manteau, ses gants, son chapeau, remercie son hôtesse, traverse le jardin, referme la grille, le cœur battant. Il respire, et en rentrant chez lui, il va noter dans son carnet toutes les raisons qui le poussent à se tenir loin de cette jeune femme. 4 mots. La nature, sous-entendu, elle est quand même beaucoup trop jeune pour lui. Un autre, Valéry suppose qu'elle doit avoir un amant, ça n'est pas possible autrement. Une autre, lui est marié. Et puis, la paix, que voulez-vous ? Il serait fou de vouloir ajouter des complications dans sa vie déjà très pleine et épuisante. Il hésite, nous dit Dominique Bonnat, il s'accorde du temps. Mais au fond, il le sait, la tentation est trop grande. Même pour un homme aussi prudent et réfléchi, il a beau considérer les enjeux, aligner les arguments, il est déjà trop tard. Le feu est là, l'étincelle va déclencher l'incendie. Alors, qui est-elle ? Qui est cette Jeanne Voilier ? À ce stade,
Paul Valéry ne sait presque rien d'elle. Il connaît son intelligence, il a pu constater à quel degré elle portait la liberté, avec ce caractère qui est un caractère entreprenant. Il sait qu'elle vit seule, qu'elle travaille beaucoup, qu'elle a donc publié un roman qui s'appelle « Beauté, raison majeure » aux éditions Émile Paul. Elle a été mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Ce qu'il ne sait pas cependant, et que Jeanne s'est bien gardée de lui révéler, c'est qu'elle cache une blessure majeure, une blessure d'enfance. Elle n'a pas de père. Elle est une fille naturelle, fille de Juliette Pouchard, elle-même enfant naturel, devenue artiste, chanteuse, danseuse, comédienne et que sais-je. Elle est née donc elle-même était née de père inconnu. Cette marginalité, Jeanne en a toujours eu honte et elle a toujours caché ce qui concernait sa prime enfance, jusqu'à son nom d'ailleurs, Pouchard. Jeanne se présente en fait sous le nom du mari de sa mère, de Ferdinand Loviton, qui est un intellectuel, un homme d'affaires qui avait épousé sa mère lorsqu'elle a eu 5 ans et qui d'ailleurs, Loviton a joué pour elle le rôle de père. Il faut vous dire quand même que Jeanne n'est pas tout à fait n'importe qui, vous l'aurez compris. Vous avez vu cette carrière, vous avez vu ce charme extraordinaire. Elle suscite des passions. Les hommes sont attirés par son magnétisme comme des aimants. Elle choisit ceux qui vont partager sa vie parmi les gens importants. Elle aime la réussite, ça c'est certain, et quelle que soit cette réussite, elle va la chercher chez de grands industriels, chez des avocats, chez des hommes d'affaires et surtout chez des écrivains, puisque elle a, et vous allez entendre parmi ceux qui l'ont courtisée, figure quand même Saint-John Perse, Malaparte, Émile Henriot, Jean Giraudoux. Eh ben, oui. Quelle liste. Est-ce qu'on peut parler d'un tableau de chasse? Paul Valéry bientôt va s'ajouter à cette liste, car ça y est, le poète a cédé, il n'a pas pu s'empêcher de succomber au charme irrésistible de Jeanne. Quelques jours plus tard, il se rend de nouveau rue de l'Assomption avec la fougue d'un jeune homme de 30 ans. Il a mis de côté toutes ses craintes, pourtant il s'apprête à être emporté dans une véritable tempête, dans un ouragan, dans quelque chose de dément et qui va le faire chavirer. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la passion que va vivre Paul Valéry avec Jeanne Voilier à la fin des années 30. Le poète a alors 66 ans. Vous nous disiez que Paul Valéry avait déjà connu des déceptions amoureuses auparavant et vous n'allez pas vous en sortir comme ça parce que les auditeurs et moi-même, nous voulons en savoir plus sur les amours de Paul Valéry avant Jeanne. Quand vous voyez Paul Valéry comme ça, on dirait un monsieur très comme il faut, allure très rangée, mais alors sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été exempte de tumulte. 15 ans plus tôt, il est tombé fou amoureux d'une certaine Catherine Pozzi, une femme pas spécialement belle, mais qui avait une intelligence fulgurante. C'est un peu le point commun des maîtresses de Paul Valéry. Ils ont vécu ensemble 8 ans, une liaison complètement passionnée, très chaotique. Et puis, un jour, Catherine Pozzi n'a plus supporté d'être seulement la maîtresse. Elle a voulu que Valéry divorce, et ça, le grand homme l'a refusé. Alors, Catherine va trouver la femme de Valéry, Jeannie, et celle-ci, qui ne se doutait de rien, l'accueille avec le sourire. Vous imaginez, elle lui exprime même sa profonde sympathie. Ce à quoi Catherine répond, cinglante, « Je suis la dernière madame pour laquelle vous devriez vous servir de ce mot ». Jeannie comprend immédiatement, et pour autant elle ne va pas quitter son mari, mais leur mariage a été profondément ébranlé. On peut dire de Valéry qu'il en est resté meurtri. « J'ai aimé une folle », dira-t-il. Et depuis, et il y a eu d'autres histoires avant, mais depuis, il s'est justement promis de ne plus jamais céder au vertige de l'amour. Ouais, mais il y a Jeanne qui arrive. Il y a Jeanne, évidemment. Et là, il oublie le danger. Il se met à fréquenter Jeanne Voilier avec une forme de régularité. Avec elle, il a l'impression de retrouver sa jeunesse, ses ardeurs. Dès qu'il entre dans le jardin du 11 de la rue de l'Assomption, il est envahi par un profond sentiment de paix intérieure, une volupté exquise. On a tous connu ça, j'espère, en tout cas un jour ou l'autre. Cette espèce de légèreté qui vous rend tout délicieux. Vous savez, très vite, il ne peut plus se passer d'elle. Il veut la voir tout le temps. « Rien de toi que je n'aime », lui dit-il. Auprès de Jeanne, il se livre. Il dévoile ses failles. Plus je vais, plus j'ai besoin de tendresse, lui écrit-il. Au fond, il n'y a que cela au monde, comme le reste est affreux, avili, brut et vain. Même l'esprit, vous imaginez, Paul Valéry disant ça,
On cite toujours Paul Valéry, vous savez, il est sans doute le plus grand réservoir de citations de toute la littérature française, mais dans ce domaine-là, on le cite moins que dans d'autres. Alors, ils vont prendre l'habitude de se retrouver notamment le dimanche. Ce jour-là, le poète déjeune comme d'ordinaire avec sa famille au Ménil, la maison de campagne de Berthe Morisot, où Julie Manet, la cousine de sa femme, reçoit. L'atmosphère est familiale et dès le repas terminé, hop, Paul Valéry s'esquive, il prétexte du travail, il s'en va prendre le train à Gargenville et rentre à Paris, où il s'empresse d'aller rue de l'Assomption retrouver Jeanne. Et c'est toujours cette pétillance et ce rire avec elle. Il est devenu tout joyeux, il est redevenu l'adolescent qu'il était autrefois. Les séances à l'Académie française, les cours au Collège de France lui paraissent soudain d'un ennui terrible à côté des après-midi qu'il passe avec Jeanne. C'est ma récréation, ma fin de jour, mon besoin, mon désir du cœur, écrit-il. Et tout le reste, vous n'avez pas entendu, m'emmerde. Et c'est lui qui l'écrit comme ça. Il surnomme Jeanne Lust, ce qui veut dire en allemand le désir. Elle l'inspire plus que jamais. Ça lui fait, ça faisait des années, on peut dire, que Paul Valéry n'avait rien écrit d'autre que des discours, des préfaces. Oh, combien de préfaces il a pu faire, et des conférences extraordinaires, de grands cours et tout ça. Et le voilà de nouveau pris par la fièvre de la poésie. Son inspiration est de retour. Celui qu'on prenait pour un conférencier est en train de redevenir un poète. C'est un des prodiges de cette histoire, nous dit Dominique Bonnat. Grâce à cet amour, le poète va ressusciter. Ses vers en seront irradiés. 1938, il écrit à Jeanne « Tu ne m'inspires pas quelque chose, tu m'inspires tout court. Tu es pour moi ce qui assemble la source de la plus profonde et nécessaire joie avec la cause de la plus mortelle douleur. Tu peux me créer ou me détruire. » Il lui écrit encore « Vers toi, je fuis vers toi » avec un T majuscule, « comme un oiseau s'abrite et l'âme obéissante à ton secret parfum. » L'heure de toi, l'heure de nous, sur ta bouche tendre, fondre, prendre, joindre, geindre et frémir, et te sentir toute répondre. Quoi de plus fort, quoi de plus doux, l'heure de toi, l'heure de nous. Il crée sans cesse, avec une frénésie qu'il n'avait jamais encore connue. Les vers coulent désormais avec une évidence, vous savez, ils jaillissent naturellement. Vivre, c'est créer, écrit-il à Jeanne. C'est créer où ce n'est rien, et parmi les créations possibles, créer l'amour, faire un amour qui soit à l'amour connu et su de tous ce qu'une cathédrale est à une paillote. Un amour qui renferme la vie et non que la vie englobe pêle-mêle dans un tas de choses. Cette histoire d'amour va prendre place, disons-le, dans un climat sombre. Et oui, vous avez entendu la date, la guerre est là, qui se profile. Si Valéry est tout à sa passion, il n'est pas aveugle, pour autant il est lucide sur la situation. Il ne supporte pas la tourmente, l'Anschluss, l'abandon de la Tchécoslovaquie, les accords de Munich, et puis la guerre. Tout ça le désespère, il est parfois pris par des vagues de mélancolie, et d'autant que sa santé décline, il tousse de plus en plus. Faut dire qu'il fume 3 paquets de cigarettes par jour. Heureusement, Jeanne lui permet d'échapper à la noirceur du quotidien. Elle lui redonne l'énergie dont il a besoin. Elle lui insuffle la force de vivre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez une véritable grande histoire d'amour passionné cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, celle de Paul Valéry et de Jeanne. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais cette histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Et non, vous connaissez beaucoup d'histoires de passion amoureuse qui finissent bien. Non, vous savez, elles sont rares. Oui. Et là, un jour, on est déjà en pleine occupation, en décembre 1940, ils sont en train de marcher tous les deux dans la rue, et il y a un inconnu qui va littéralement faire du charme à Jeanne devant Paul Valéry. Ça fait l'objet d'une grande discussion dans la journée du 31 décembre chez Jeanne. Ce sont des récriminations, si je puis dire. Et si tu m'aimes comme tu dis, comment as-tu pu te laisser racoler par cet homme dans la rue, dit-il, moi étant, n'était-ce pas me tenir pour remplaçable, moi, pour un amant ad libitum, tandis que ce moi te place hors de tout parangon?
Et il se résigne néanmoins, Valérie. Il dit « Tu as parlé raison, ici je ne puis que m'incliner, je comprends tout, c'est mon métier. » Il ne peut pas s'empêcher de faire des citations, vous savez. C'est vrai qu'il comprend tout. Et il comprend que, évidemment, elle pourrait être largement sa fille et qu'il va falloir peut-être qu'il la partage d'une certaine manière. Le mot a été prononcé par Jeanne, mais ce que Valérie ne sait pas, c'est que son grand rival n'est autre que Jean Giraudoux, le grand auteur de théâtre Jean Giraudoux. Jeanne entretient une relation parallèle avec celle qu'elle a avec Valérie, et ça dure depuis des années. Elle ne cesse de demander à Giraudoux de divorcer pour qu'il puisse l'épouser. Giraudoux renouvelle les mêmes promesses sans jamais passer à l'acte, et Jeanne menace d'enjamber le balcon. Lasse, épuisée, elle finit par dire à Giraudoux qu'elle le quitte. « Tu n'as pas à quitter ta famille, je ne veux plus de toi. » À quoi le grand dramaturge répond « Il ne me reste plus qu'à retourner chez moi et à mourir. » Jeanne et Giraudoux, néanmoins, vont continuer à se fréquenter. Pour Valérie, la vie devient extrêmement dure. C'est un cauchemar, et plus elle se montre fuyante, plus elle l'évite. Évidemment, plus elle espace leur rendez-vous, et plus Valérie brûle d'amour. Il n'endort plus la nuit. Il souffre de nausées. « Je suis fatigué, écrit-il. Je suis épuisé. » Les deux amants s'éloignent. Elle travaille, son emploi du temps est très rempli. Valérie lui reproche d'être toujours absente ou préoccupée. Au début de l'année 41, alors qu'il craint vraiment de la perdre, il lui écrit « J'ai cru en toi », c'est-à-dire que j'ai cru sentir en toi un être très différent dans le fond de tous ces misérables fantoches, hommes ou femmes, qui vivent dans l'instant et pour lesquels tout est contenu dans l'amusement désordonné et perpétuel qu'offre la vie moderne. Je te vois avec une profonde peine te dissoudre, je pense que tu te perds. Mais en fait, c'est lui qui est en train de se perdre, en même temps qu'il la perd d'ailleurs. À l'Académie, les interventions de Paul Valéry sont devenues quasiment sans âme, il parle comme un robot, tout est devenu une corvée pour lui. Et il note en avril 44, je passe vraiment par une triste période. C'est la fatigue pure et l'ennui. Mai 44, il apprend que Jeanne a quitté Paris pour plusieurs semaines sans le prévenir. Elle vit sans lui maintenant, et même, on peut le dire, sans penser à lui. Vous savez avec qui elle sort maintenant ? Avec De Noël, figurez-vous, avec Robert De Noël, le grand éditeur. Certainement, pour ménager Valérie, elle ne lui a pas dit cette chose-là. La vie est devenue un fardeau, nous dit Dominique Bonnat. Il traîne son vieux corps décharné dans les salons, dans les tribunes, là où l'appelle son devoir d'écrivain officiel d'une France en train de renaître. Et oui, car c'est la libération. 1er avril 45, Jeanne annonce à Paul Valéry qu'elle va épouser De Noël. Et ça c'est le coup fatal. Il meurt le 20 juillet, nous dit Dominique Bonnat, à 9h du matin, alors qu'un violent orage éclate sur Paris. La tornade est si violente qu'elle ouvre la fenêtre du salon. Le docteur Gutmann, présent à son chevet, a l'impression de voir s'envoler le puissant souffle de Valérie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'un grand amour cet après-midi sur Europe 1, celui de Paul Valéry et de Jeanne Voillier. Nous allons en savoir plus sur cette histoire grâce à Dominique Bonnat de l'Académie française qui est votre invitée cet après-midi, Franck Ferrand. Elle est écrivain, biographe et romancière et surtout auteur de « Je suis fou de toi », le grand amour de Paul Valéry, paru chez Grasset. Ça n'est pas l'image qu'on a de Paul Valéry, a priori, cet homme complètement passionné, qui subit, si j'ose dire, le démon de midi et qui va se fasciner pour cette femme extraordinaire. On a l'image, effectivement, de l'académicien, du préfacier, de l'homme qui faisait tous les grands discours de la Troisième République. On en oublierait presque parfois le poète. C'est elle qui va faire renaître le poète, d'une certaine manière. Oui, on a de Paul Valéry une image de bronze, en fait. C'est le personnage extrêmement solennel, c'est une statue. Paul Valéry, qui a été longtemps vénéré, qui peut-être aujourd'hui en passe de connaître un purgatoire. Parce qu'on le cite très souvent. Il est très souvent cité, y compris par des très jeunes romanciers qui le lisent et qui ont même une sorte de culte de Paul Valéry. En même temps, c'était un poète réputé difficile. Dans sa jeunesse, il avait adoré Stéphane Mallarmé, qui est sûrement un des poètes les plus secrets, les plus obscurs et les plus magiques aussi de la langue française, et il en a adopté un peu les codes. Et pourtant, c'est cet homme-là aussi qui a écrit « Je suis fou de toi », la phrase la plus simple, la phrase que tout le monde peut dire ou espère dire dans sa vie. Et il l'a écrite justement à cette Jeanne Voillier.
Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'origine de Paul Valéry, sur le début de sa vie d'une certaine manière? Comment devient-il poète au départ? C'est une très belle histoire. Alors, Paul Valéry, d'abord, c'est un méridional. Il est né vraiment dans le sud. Il a des origines à la fois corse, du côté d'Erbalunga, et italienne, par sa famille maternelle qui s'appelait Grassi, qui était originaire de Gênes, la région de Gênes. Voilà, il est né à Sète, il a vécu principalement à Montpellier, et il a l'accent du Midi, ce qu'on a du mal à imaginer en lisant La Jeune Parc, par exemple, mais c'était un homme qui avait cette pointe d'accent méridional. Et peut-être ne serait-il jamais devenu poète s'il n'y avait pas eu une rencontre essentielle quand il avait à peine 20 ans. Il était soldat, on faisait son service militaire, et l'université de Montpellier fêtait son 600e anniversaire, avant 1900, vous vous rendez compte. Donc elle est vraiment très ancienne, cette université. Plus vieille faculté de médecine en Europe, après une ou deux en Italie. Alors lui-même était étudiant en droit, il avait un frère médecin, mais il était étudiant en droit. Et là, il y a eu un banquet, un énorme banquet, à Palavas-les-Flots, que tous les Montpelliérains connaissent, puisque c'est la plage de Montpellier. Et il s'est trouvé assis tout à fait par hasard, à côté d'un Parisien, un jeune homme très séduisant, aux yeux bleus, qui était le représentant des étudiants de la Sorbonne, et qui s'appelait Pierre Louys. Et ce Pierre Louys, qui était déjà poète, très introduit dans les cercles poétiques, va être vraiment le guide, l'ambassadeur, l'éclaireur, qui va entraîner Paul Valéry à Paris, lui permettre de rencontrer les poètes qui comptent à cette époque-là, dont Mallarmé, José Maria de Heredia, etc. Et Valéry va se lancer en confiance, grâce à Pierre Louys, dans la poésie, qui est sa vocation, j'allais dire natale. Il est poète très tôt, Paul Valéry, mais il n'osait pas encore écrire de recueils de poèmes. C'est très bien de citer Pierre Louys. Je me dis que nous n'avons jamais fait d'émission sur Pierre Louys, qui pour moi est un personnage essentiel. Je le regrette d'autant plus que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les yeux noirs, qui est consacré aux 3 filles de José Maria de Heredia, et l'un des personnages est justement Pierre Louys, que j'ai donc connu dans ma carrière de biographe bien avant de me consacrer à Paul Valéry. Nous en sommes au stade des regrets, que voulez-vous. Avant je disais, nous ferons une émission, mais là nous ne ferons pas une émission sur Pierre Louys, et c'est bien dommage. On fera peut-être autre chose. Paul Valéry est-il un amoureux né, Dominique Bonnat? Alors c'est ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que ce grand poète, donc devenu statufié par le général de Gaulle puisqu'il aura des obsèques nationales, eh bien oui, c'est un grand amoureux. C'est un homme qui a connu un premier amour tout jeune et qui a été brisé tout jeune par une histoire d'amour. Il est tombé amoureux d'une silhouette, une femme qu'il croisait souvent dans les rues de son quartier à Montpellier. Il la suivait partout, il n'a jamais pu lui adresser la parole, il n'osait pas, il était timide. Et pendant 2 ans, ou peut-être davantage, il a vécu de cet amour secret, cet amour complètement platonique. Et il en a tellement souffert qu'il s'est juré, une nuit d'orage, à Gênes, justement, où il était réfugié pour essayer de trouver une consolation au sein de sa famille. C'est sa révélation à lui, d'une certaine manière. C'est sa révélation. Tous les biographes de Valéry le savent. C'est très important ce qu'on a appelé la nuit de Gênes pour Paul Valéry, parce qu'il s'est juré pour toute la vie de ne plus jamais souffrir d'une passion amoureuse. C'est-à-dire de dominer, finalement, ses sentiments. Non pas de ne plus tomber amoureux, mais de ne pas aller au-delà d'un certain feu. Et de ne pas se consumer d'amour pour une femme qu'il aurait aimée. De ne pas sombrer dans la fameuse passion. Voilà. Et il s'en est gardé toute sa vie. Il y a eu beaucoup de femmes dans la vie de Paul Valéry. Il y a une épouse qui a d'ailleurs un lien avec Berthe Morisot, puisqu'il a épousé la nièce de Berthe Morisot. Mais il y a eu d'autres séductrices, des poétesses, une sculptrice, enfin. Mais c'est seulement passé largement ses 60 ans, qu'il a, on peut le dire vraiment, succombé à la passion. Il est allé au-delà de lui-même. On a l'impression qu'il le fait en conscience lorsqu'il rencontre Jeanne Voilier. Il est conscient que ça peut aller très loin, trop loin, que ça va aller à l'encontre du serment qu'il s'est fait à lui-même, et cependant, il y va néanmoins. Oui, c'est fascinant, vous savez, de raconter cette histoire, parce que Paul Valéry
l'a vécu, bien sûr, minute par minute, mais il a raconté cette histoire minute par minute dans des cahiers secrets sous forme de petites phrases que l'on retrouve ici ou là. Il constatait en lui-même à la fois le coup de foudre initial, mais ensuite les ravages, les progrès et les ravages du sentiment amoureux. Il y a très peu de constats, de diagnostics qui ont été faits du vivant d'un auteur par lui-même de ce qu'il éprouvait pendant la passion amoureuse. Une analyse rare. quasi clinique de ce qui est en train de se passer. Absolument Oui. clinique. Et en plus, on avait les lettres d'amour de Paul Valéry à Jeanne Voilier, qui sont des lettres qui ont été révélées au grand public par un moyen assez rare d'ailleurs, Elles ont qui été est vendues, la en fait, vente hein. aux Oui, enchères. c'est ça, oui. Oui, elles ont été vendues aux enchères après la mort de Paul Valéry, de nombreuses années après, une trentaine d'années après, mais par la muse à laquelle il adressait ses poèmes d'amour et ses lettres d'amour. C'est ce qui s'appelle quasiment à ce niveau-là une œuvre posthume, parce que ce corpus de lettres nous livre sur Paul Valéry des choses tout à fait inédites. C'est ce qui fait la matière même de votre ouvrage, Dominique Bonnat. Nous y venons dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du grand amour de Paul Valéry, Jeanne Voilier, que nous découvrons cet amour dans le livre « Je suis fou de toi », le grand amour de Paul Valéry, paru chez Grasset, et signé Dominique Bonnat de l'Académie française, qui est écrivain, biographe, romancière, et votre invité, Franck Ferrand. Alors Dominique Bonnat, le corpus de lettres en question, vous y avez eu accès. Racontez-nous cela. Oui, vous parlez de cette vente aux enchères qui a eu lieu à Monte-Carlo, d'ailleurs. Voilà, dans les années 80, Jeanne Voilier, qui avait déjà un grand âge, avait quelques soucis financiers sans doute, ou envie de continuer à vivre d'une belle vie, et elle a donc mis aux enchères plus de 1000 lettres d'amour de Paul Valéry. Donc, ce qui veut dire qu'en 7 ans, il lui a écrit 1000 lettres, parce qu'il ne la voyait pas tous les jours, parce qu'il était éloigné d'elle. C'est une passion qui coïncide aussi avec la guerre, avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Jeanne Voilier s'était réfugiée dans le sud, Paul Valéry n'était pas toujours à Paris, donc les amants étaient séparés. Quand ils se retrouvaient, c'était dans un quartier très joli, et une très jolie maison qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, qui était rue de l'Assomption, dans le 16e arrondissement. Il y a un immeuble maintenant. Maintenant, il y a un immeuble. Autrefois, c'était une jolie villa avec un jardin qu'il appelait son petit paradis. Et c'était l'endroit où il venait se ressourcer complètement. Oui. 1000 lettres peut-être aussi parce qu'il écrivait tout. Il lui écrivait à elle, et d'une certaine manière, est-ce qu'il ne s'écrivait pas à lui? C'est possible, oui, c'est une jolie expression pour dire cela, mais oui, au fond, il racontait son histoire au fur et à mesure qu'il la vivait. Et c'est ce que nous avons sous les yeux. Des lettres de la part de ce poète réputé difficile, ce sont des lettres d'une parfaite clarté, des lettres comme toutes les femmes aimeraient en recevoir, évidemment. Ce sont des lettres très chaudes, ce sont des lettres émouvantes, et ce sont surtout les lettres d'un homme qui était arrivé un peu à la fin de sa vie, à la fin de son parcours, qui ressentait une grande fatigue, une grande lassitude. Il avait la célébrité, il avait la reconnaissance, il avait tout cela, mais son âme était fatiguée. Et tout d'un coup, avec ce dernier amour, eh bien, il retrouvait sa jeunesse. Et cette jeunesse l'a ramené à la poésie, puisque Paul Valéry, qui n'avait plus écrit de poésie depuis assez longtemps, s'est remis à la poésie, à la fois pour écrire son amour à Jeanne, dans des poèmes totalement privés qu'il lui adressait, mais dans des œuvres aussi qui ont été publiées, que l'on doit finalement à Jeanne Voilier, puisque c'est d'une certaine façon, grâce à elle et à cette jeunesse qu'elle lui a apportée, qu'il a eu le désir d'écrire à nouveau. J'ai laissé tout à l'heure entendre dans le récit qu'elle cherchait un père d'une certaine manière. Est-ce qu'il y avait cette dimension-là dans la relation qui les unissait? C'est possible, parce que Jeanne Voilier a une enfance difficile. Elle était ce qu'on appelle une fille naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu son père. Oui, c'est ça, oui. Elle a été élevée par sa mère. Née de père inconnu. Donc elle est née de père inconnu. Et elle le cachait, elle n'aimait pas qu'on en parle. Je crois que Paul Valéry n'a pas dû le savoir ou l'a su peut-être très tard. Elle cachait cet aspect de son état civil.
Et donc, elle avait quand même eu un père de substitution avec un mari de sa mère qui n'était pas son père et qui a été un grand protecteur avec lequel elle a travaillé puisqu'elle est devenue éditeur, cette femme. Elle s'est occupée d'une maison d'édition juridique qui était importante et qui lui a donné une sorte de liberté car cette femme est très émancipée pour sa génération. C'est extraordinaire. Oui. Elle est juriste, avocate. Elle est juriste. C'est une des premières femmes parmi les avocates. C'est une femme donc éditeur par la suite, éditrice, qui a vraiment une vie professionnelle importante et qui est indépendante. Il y a un aspect de sa personnalité. On a envie de la connaître, cette Jeanne Voilier, parce qu'elle a l'air vraiment très extraordinaire. Mais il y a un aspect un peu bizarre, c'est qu'elle a l'air de collectionner les célébrités, notamment les grands écrivains parmi ses amants. C'est un véritable, je parlais tout à l'heure de tableau de chasse, mais il y a un peu cette dimension-là. Elle a eu beaucoup de liaisons. Elle n'a eu qu'un seul mari avant de connaître Paul Valéry. Elle était divorcée et elle avait eu un mari qui s'appelle Pierre Frondet, qui était une véritable star des lettres de son temps. C'est un peu le Marc Lévy de l'entre-deux-guerres. Il s'appelle Pierre Frondet et il avait écrit un très grand succès qui s'appelle L'homme à l'hispano. Elle a été brièvement l'épouse de ce Pierre Frondet, qui n'était pas un mari parfait et qui surtout avait tendance à être assez brutal avec son épouse. Donc elle a repris sa liberté et dans cette liberté, c'est vrai que les hommes sont nombreux, très très nombreux. Pas tous elle aime, mais beaucoup le sont. Et elle aime les hommes de lettres, ça c'est vrai. Il y a eu Jean Giraudoux, voilà, il y a eu j'allais dire celui qui va être le rival. Il y aura Malaparte, enfin, elle aime beaucoup les écrivains. Le rival direct de Paul Valéry, au moment où la relation devient très difficile entre eux, c'est Jean Giraudoux. C'est quand même terrible. Il ne le sait pas, lui. Ah non, ils ne le savent pas. Ouais. Ils sont là, rue de l'Assomption, ils viennent. Elle est très organisée, comme toutes les femmes qui travaillent, il faut être organisée. Donc elle a vraiment un emploi du temps professionnel, mais elle a aussi un emploi du temps amoureux très strict. Et donc dans le jardin de Jeanne Voilier, il y avait un cytise. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment la botanique, un cytise jaune apporté par Jean Giraudoux, et il y a un très beau rhododendron qu'avait apporté Paul Valéry. C'est extraordinaire, c'est terrible d'avoir ces deux arbres, qui d'ailleurs en disent peut-être sur la personnalité de chacun des deux grands écrivains. Est-ce qu'on peut dire que Paul Valéry est mort d'amour, d'une certaine manière? Je l'ai laissé entendre tout à l'heure dans une fin un peu elliptique. Il faut que vous nous expliquiez comment tout ça s'est fait. Certainement, tout le monde va se dire, mais vraiment, non, Franck Ferrand et Dominique Bonnat sont vraiment beaucoup trop romantiques, ils élargissent l'histoire. Mais non, c'est la vérité. C'est-à-dire que Valéry a donc eu 7 ans, les 7 dernières années de sa vie, à la fois éclairée et incendiée par cette passion. Mais en même temps, c'est un homme, comme je vous le disais, fatigué, épuisé, qui fume énormément. Il a abusé du tabac, notamment du tabac et du café, Paul Valéry. Et à la fin, il est malade. Et quand Jeanne Voilier le quitte, et elle lui annonce qu'elle le quitte pour un autre homme, elle lui annonce d'ailleurs un jour de Pâques, et il aura cette phrase étonnante, il dira « Ce jour de la résurrection sera pour moi celui de la mise au tombeau », parce que elle lui annonce en effet un dimanche de Pâques qu'elle s'en va. Et Paul Valéry à ce moment-là rend les armes, s'abandonne et se laisse mourir véritablement. Il l'a écrit lui-même dans un cahier qui est le cahier de la fin, il dit les choses et c'est un homme triste qui ferme les yeux. Oui. Je ne suis que souffrance, n'est-ce pas? Cette fin est une... Et alors cette fin est évidemment en contraste total avec l'enterrement qui va lui être fait et avec la gloire posthume qui est tout scintillement. Parce que le général de Gaulle, décidant que ce poète, en 1945, parce qu'il meurt en juillet 45, c'est-à-dire après la libération, juste au moment de la libération, dans un moment où la France peine à se réconcilier, donc de Gaulle décide... C'est un beau symbole, Paul Valéry. Oui, de rassembler la nation autour d'un poète, c'est quand même extraordinaire. Bien sûr, oui. Et donc le cercueil va être exposé pendant une journée, une pleine nuit, à nouveau une matinée, sur la place du Trocadéro, enfin sur l'esplanade du Trocadéro, vous voyez, face à la Tour Eiffel. Paris plongé dans la nuit. Il y a eu le couvre-feu encore en 45 et on éclairait déjà la Tour Eiffel à cette époque-là. Et sur la Tour Eiffel, il y a eu un grand V
de lumière, ce V qui était le V de la victoire, mais qui était évidemment aussi le V de Valérie. Magnifique. Merci beaucoup, Dominique Bonnat. Je suis fou de toi, le grand amour de Paul Valéry est édité chez Grasset, de même que votre plus récent livre, le dernier, qui parle de Colette et les siennes. Très intéressant sujet aussi. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est temps maintenant de partir sur les pas de Paul Valéry. Nous sommes bien sûr dans le sud de la France et notre guide, comme chaque jour, c'est Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. J'ai eu le grand honneur, il y a quelque temps, de m'asseoir dans le fauteuil de Paul Valéry, dans son bureau au CUM, au Centre universitaire méditerranéen. C'est à Nice, un grand bureau très 1930 qui donne sur la mer Méditerranée. Oui, puisqu'il se situe promenade des Anglais et c'est un magnifique palais d'inspiration néoclassique, blanc et rouge. Et donc ce fameux bureau-bibliothèque de Paul Valéry est resté célèbre. Il se visite aujourd'hui sur rendez-vous uniquement et les livres sont consultables sur place. Et il avait été créé ce CUM en 1933 grâce au maire de Nice, Jean Médecin, et le ministre de l'Éducation nationale, Anatole de Monzy. Et c'est Paul Valéry qui en était devenu le premier administrateur. Qui en reste l'âme, si l'on peut dire. C'est un Méditerranéen, Dominique Bonnat l'a dit, l'a écrit. C'est un méridional d'une certaine façon. À Sète, on peut trouver un musée aussi. Oui, le musée Paul Valéry, donc la ville où Paul Valéry est né. Le musée est installé au flanc du Mont Saint-Clair sur une terrasse qui domine le cimetière marin et la Méditerranée. Il réunit près de 4000 œuvres, notamment des collections de beaux-arts, des peintures, des dessins, etc. Mais surtout le fonds Paul Valéry, qui comprend près de 300 documents et œuvres, et notamment des manuscrits, dont le premier manuscrit du cimetière marin. Alors si l'on veut retrouver le double souvenir de Paul Valéry et de Jeanne Voillier, où faut-il se rendre ? Il faut aller au château de Bédué dans le Lot. C'est un château qui est perché sur une colline qui surplombe la vallée du Célé à 2 pas de Figeac. Il a été construit sur des fondations qui datent des croisades. Il possède notamment un magnifique donjon du XIIIe siècle, des arcs-boutants, des arceaux, vraiment c'est sublime. Et ce château a joué un rôle du temps des croisades, de la guerre de 100 ans ou encore des guerres de religion et de la Révolution. Et il est passé entre les mains de nombreuses familles jusqu'en 1939 où c'est Jeanne Loviton ou Jeanne Voillier qui recevra le tout Paris puisqu'elle l'achète. C'est grâce à son père, entre guillemets, donc Ferdinand Loviton dont vous avez parlé, qui lui conseille de l'acheter et va l'aider d'ailleurs à le financer parce qu'il sent que cette région va être à l'abri de l'invasion allemande au moment de la guerre. Pendant l'occupation, Paul Valéry vient s'y installer à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, en août notamment 1941 et septembre 1943. Et le château a conservé notamment sa chambre intacte et Paul Valéry y a écrit quelques-uns de ses derniers poèmes. Et aujourd'hui, le château, on peut y séjourner en fait pour des vacances, pour des événements. C'est bien pour vous, ça, en fait, c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus des résidences de vacances où on peut louer à la semaine ou pour des longs week-ends, pour des vacances, des mariages ou tout autre événement privé. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comme chaque vendredi, vous nous proposez un coup de cœur aujourd'hui. Franck Ferrand, il est signé Alain Sirou et on va faire un véritable bond dans l'histoire. Mais dites-moi bonjour Alain Sirou, qu'est-ce que vous avez là sur ce t-shirt ? Vous nous abordez un joli pins. Un pins de T-Rex. Parce que le T-Rex, c'est une vedette dans le monde de la paléontologie, mais pas que, loin de là, parce que c'est une vedette de cinéma, de littérature. Oui, j'allais dire, c'est Jurassic Park avec vous cet après-midi. Hein. Ah, c'est Jurassic Park, ça c'est le dernier, mais avant, je dirais même dans le cinéma muet. Mais comment ? Eh bien, King Kong, il se battait contre qui ? Il se battait contre un T-Rex. Et puis, vous regardez les plus célèbres nanars du cinéma, vous avez Raquel Welch, 1 million d'années avant Jésus-Christ, elle se bat contre un T-Rex. Vous avez même des Indiens qui réussissent à se battre avec des cow-boys, lesquels attrapent un dinosaure. Oui, il y a une espèce de mélange. Ce qu'on appelle le T-Rex, c'est le Tyrannosaurus Rex, c'est ça ? Tyrannosaurus Rex, qui en fait signifie le roi des lézards tyrans. Et c'est vrai que c'est un nom extraordinairement choisi pour une bête qui est aussi extraordinairement colossale, parce que c'est le plus grand des carnivores d'une époque totalement disparue, d'un monde perdu, et qui a pour objectif, et c'est ça qui est important, je voulais vraiment vous le dire aujourd'hui, de mettre en valeur la paléontologie en France. Alors c'est ça en fait, parce que à travers le T-Rex, c'est la paléontologie que vous voulez désigner. Exactement, nous sommes une nation de paléontologues qui, il y a plus de 120 ans, a créé au Muséum national d'histoire naturelle, donc à Paris, Jardin des Plantes, une exposition qui essayait de montrer d'abord que Darwin avait raison.
l'évolution, c'était quelque chose d'important, et puis de montrer le contexte environnemental, chronologique, géographique de la vie de ces grands animaux comme Tyrannosaurus rex, mais aussi Diplodocus, et des tas de dinosaures qui ont vécu dans le passé, et ça a suscité des tas de vocations. Et nous avons eu d'ailleurs une vente aux enchères qui a fait beaucoup parler d'elle. Là, oui, parce que c'est devenu aussi un objet d'art. Ah, bien sûr. Hein. C'est quelque chose qui est précieux, mais je crois que ça nous parle profondément, Franck, parce que on est dans la préhistoire, c'est-à-dire quelque chose qui est difficile à imaginer. L'homme n'était pas là, et surtout il y avait un monde qui a aujourd'hui totalement disparu, et un monde extraordinaire avec des animaux très puissants dont survivent seulement finalement les crocodiles, les tortues, les oiseaux qui sont les descendants des dinosaures. Et si vous aviez aujourd'hui peut-être l'animal qui ressemble le plus au Tyrannosaurus rex, je vais vous surprendre, mais c'est la mésange bleue. Petite mésange bleue qui se comporte de la même façon. Taille, hein. Ben oui, mais il y en comme a une quoi, sur mon balcon en ce moment, je vais pas la regarder du même œil maintenant. comme quoi il y a rien qui dure toujours, et ça c'est une leçon pour l'humanité. N'est-ce pas? Je suis bien de cet avis. Un T-Rex à Paris, c'est donc au Muséum national d'histoire naturelle, à la galerie de minéralogie et de géologie. C'est juste que ça va être tout l'été, hein, c'est ça? Oui, ça va jusqu'au 2 septembre, et évidemment, il faut absolument y aller parce que c'est beau et on y apprend. Première fois qu'on présente un T-Rex complet à Paris, c'est ça? En hein? Europe, absolument, exactement. Et même en Europe. Oui, tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup Alain Sirou. Si vous n'étiez pas là, on passerait constamment à côté d'événements qui finalement ne font pas suffisamment la une de l'actualité. Merci beaucoup. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.